Nous sommes le 9 juillet 2019 sur l'île de Crète en Grèce. Deux explorateurs amateurs se sont mis en tête pour leur séjour de visiter les bunkers laissés par l'armée allemande sur cette île après la fin de la guerre. Mais dans un de ces bunkers, ils vont découvrir une chose qui va faire basculer leur vie pour toujours. En regardant à travers l'une des grilles d'aération d'un bunker très secret perdu dans les montagnes de l'île, ils vont découvrir le corps d'une femme baignant dans une mare de sang et décédée depuis seulement quelques jours. Cette affaire a donné lieu à une des histoires les plus troublantes que la Grèce ait connues récemment. Un cas qui présente une connexion étrange avec YouTube. L'homme responsable de tout cela était un utilisateur actif du site, et ces vidéos nous emmèneraient littéralement sur les lieux du crime. Bonjour à tous, c'est SH. Un crime atroce qui va troubler la quiétude d'une île paradisiaque. On ne peut clairement pas imaginer ce qui va pousser un homme à commettre de tels méfaits. Est-ce que la police grecque va arriver rapidement à arrêter un ou des suspects? Une violence extrême et un crime qui n'est peut-être pas isolé. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu pour le travail effectué, et surtout à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo qui sort. Juste avant de commencer, c'est la tradition maintenant, la petite devinette sur le youtubeur True Crime du jour. Il réfléchit énormément à ses histoires, il cogite beaucoup, et vous accueille avec un ton assez décalé sur ses vidéos. Vous avez la réponse? N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Restez jusqu'à la fin, je vous donnerai la réponse à l'énigme de la dernière vidéo. Quant à moi, je suis ravi de vous retrouver, et on est parti pour cette nouvelle histoire de crime. Le 2 juillet 2019, une conférence est organisée à l'Académie orthodoxe de Crète, dans la ville grecque de Leucanée. Cet événement durera plusieurs jours et sera axé sur l'étude de la biologie moléculaire, attirant certains des esprits les plus brillants du monde dans cette région. Parmi eux, Susan Eaton, une scientifique américaine de 59 ans, primée et habituée à ce type de convention. L'île de Crète en Grèce est un endroit paradisiaque et touristique qui attire de nombreux voyageurs chaque année. Il y a ceux qui veulent simplement profiter du soleil et revenir avec un bronzage doré, et ceux qui veulent profiter de la douce vie sur cette île bien connue pour son authenticité. Cependant, il y a aussi les randonneurs et les explorateurs de tous bords, qui chaque année visitent les grottes et les nombreux vestiges de la Seconde Guerre mondiale que l'on peut trouver sur l'île de Crète. Mais revenons-en à Suzanne. En réalité, elle avait déjà voyagé en Crète 3 fois auparavant pour venir participer à cette conférence. Et à ce stade, elle commençait à bien connaître la région. Elle appréciait la beauté de l'île et l'ambiance de la convention. Cet événement lui donnait l'opportunité de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées qu'elle. Nous sommes le 2e jour de la convention. Elle passe un excellent moment. Dans le hall de l'académie, Suzanne s'assoit même devant le piano public où elle commence à jouer de la musique pour ses collègues. Elle sourit, elle rit et même chante sur l'air qu'elle joue. Et alors que la dernière chanson se termine et qu'elle joue sa dernière note, elle dit au revoir à ses collègues pour les retrouver un peu plus tard. Elle quitte alors le hall de l'académie pour se diriger vers sa chambre d'hôtel. C'est la dernière fois que ses amis et collègues verront Suzanne. À la fin de cette journée, elle n'est pas allée dîner avec le groupe. Elle ne s'est pas présentée au petit déjeuner le lendemain matin à l'hôtel. Les amis de Suzanne ont remarqué qu'elle était absente depuis près de 24 heures, ce qui les a poussés à contacter les autorités de la région, car le fait qu'elle soit en retard et absente n'était pas dans les habitudes de Suzanne. La police de Crète a fait ouvrir sa chambre d'hôtel pour découvrir qu'il n'y avait aucune trace d'elle à l'intérieur, et que sa chambre semblait parfaitement en ordre. Seuls 2 objets manquaient, ses chaussures et sa tenue de course à pied. En effet, à 59 ans, Suzanne était incroyablement sportive et faisait de longues sessions de course à pied tous les jours. Au vu des éléments et du fait que sa tenue de course était introuvable, il était immédiatement évident qu'elle avait quitté l'hôtel pour aller courir. Et étant donné qu'elle n'avait pas été vue depuis, on a supposé qu'elle avait disparu quelque part en cours de route. Cette idée serait plus tard confirmée par des témoignages d'un fermier local et d'un pêcheur local, affirmant qu'elle marchait rapidement derrière un pont et une chapelle sur la rue à l'extérieur du village. C'était un signe inquiétant, car la zone où Suzanne avait été vue pour la dernière fois était en périphérie de la ville et était considérée comme une zone relativement vide. Elle ne connaissait personne dans la région, et pour aggraver les choses, le temps était décrit comme étant très chaud, très étouffant ce jour-là.
et à cette période, une exposition prolongée à la chaleur aurait pu facilement devenir mortelle pour elle. Selon les informations dont disposaient les autorités à cette époque, il semblait que le plus probable, c'est qu'après avoir quitté l'hôtel pour courir, Suzanne se soit perdue ou qu'elle se soit blessée, et qu'elle soit en attente d'avoir de l'aide quelque part. C'est quelque chose dont ses deux fils étaient également convaincus. Ils avaient même pris un vol immédiatement le lendemain pour venir aider aux recherches dans la région. Ils croyaient que quelque part là-bas sur l'île, leur mère avait désespérément besoin d'aide. Mais en réalité, à ce moment-là, Susan Eaton est déjà morte depuis plusieurs jours. Les recherches se poursuivent et s'avèrent vaines. C'est le 9 juillet, soit 7 jours après la disparition de Suzanne, que deux explorateurs entrent dans un bunker nazi abandonné. Ils sont parfaitement conscients à ce moment que Suzanne a disparu dans les environs. En approchant, ils remarquent que l'entrée est obstruée par une palette en bois et des broussailles épaisses, comme si on avait voulu dissimuler l'entrée du bunker. Les deux explorateurs pensent que peut-être Suzanne a cherché refuge à l'intérieur et attend de l'aide. Si seulement c'était ça. À près de 60 mètres de l'entrée du bunker, les deux hommes regardent par une grille d'aération et voient le corps de Susan Eaton, gisant sur le sol, sans vie. Elle est morte depuis la nuit de sa disparition, et à première vue, une chose est douloureusement évidente. Quelle que soit la façon dont Suzanne est morte, ce n'est pas un accident. Son visage est ensanglanté et brisé à plusieurs endroits, ses côtes sont fracturées, et ses mains ont été gravement endommagées. Un peu partout sur son corps, il y a plusieurs coups de couteau et des ecchymoses qui impliquent qu'elle a été battue. Susan Eaton a été brutalement assassinée. En un instant, l'affaire entourant Suzanne était passée de la disparition à l'assassinat, laissant la plus grande des questions sans réponse. Qui a bien pu faire ça? La police débute son enquête par la scène de crime. Les enquêteurs remarquent immédiatement des traces de pneus menant directement à l'entrée du bunker. Ce qui peut être un élément essentiel étant donné que les empreintes de pas de Suzanne n'ont pas été retrouvées dans et autour du bunker. Cela signifie qu'elle n'est pas entrée seule et qu'elle a probablement été déposée là par son assassin, potentiellement pour cacher son corps. De plus, ce bunker en particulier est pratiquement inconnu et n'est visité que très rarement. Étant donné qu'il n'y a pas d'autre chemin menant à son entrée, on peut supposer que celui qui a conduit cette voiture a probablement un rôle dans la mort de Suzanne. La police a analysé les traces de pneus et les a finalement fait correspondre à une voiture qui a été vue roulant dans la région le même jour où Suzanne a disparu. Cela a même été capturé sur des images de vidéosurveillance où l'on voit le véhicule se rendre en direction de ce fameux bunker. La voiture appartient à Giannis Parakiskas, un agriculteur habitant l'île, marié et père de deux jeunes enfants. En apparence, il semble être un homme tout à fait normal. Lorsque les enquêteurs interrogent Giannis pour la première fois, il est catégorique. Il n'a rien à voir avec la mort de Suzanne, affirmant que ce devait être une coïncidence par rapport à sa voiture et qu'il n'est même pas au courant de l'emplacement de ce bunker. Cependant, Giannis a commis une immense erreur en racontant son histoire. Cette erreur est qu'à un moment donné de sa vie, il a cherché à devenir un youtubeur et en a peut-être mis un peu trop en ligne. Faisons connaissance avec cet apprenti youtubeur. Il s'agit d'une vidéo de Giannis en train de pratiquer le Qigong, une forme d'art martial. Il est dans la cour arrière de sa maison. Il a posté cette vidéo ainsi que deux autres performances similaires sur sa chaîne YouTube, toutes publiées à la même date, le 3 janvier 2012. Au départ, très peu de personnes les ont vues, et on pourrait dire que ces trois vidéos sont assez insignifiantes dans cette affaire, et que la chaîne dans son ensemble l'est également, étant donné à quel point elle semble vide. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Il y avait beaucoup plus de vidéos avant. Dans les années précédant la disparition de Suzanne, Giannis était extrêmement actif sur sa chaîne, postant des vidéos de lui-même en train de traîner avec ses amis, de tirer avec des armes à feu et de jouer avec des animaux sauvages. Les vidéos n'avaient honnêtement rien de spécial, mais il était évident qu'il avait mis du temps et des efforts pour les réaliser, allant jusqu'à poster une vidéo de sketch avec des transitions et des intros musicales. Ce n'était un secret pour personne. Giannis essayait activement de gagner une audience sur sa chaîne, avec l'espoir de devenir un jour youtubeur. Comme nous le savons maintenant, cela ne s'est jamais produit, car à ce jour sa chaîne ne compte que 22 abonnés, et avant son arrestation, il a supprimé la grande majorité de ses téléchargements.
Il s'est avéré qu'il avait de bonnes raisons de le faire. Tout au long de son temps passé sur YouTube, la série d'exploration de Giannis où il visitait des endroits effrayants autour de l'île de Crète était le contenu le plus fréquemment uploadé sur sa chaîne. Et de tous les endroits où il a filmé, son préféré était le bunker même où le corps de Suzanne a été retrouvé. Jusqu'en 2016, Giannis posterait des vidéos de lui explorant le bunker nazi abandonné, se filmant dans un format de style vlog avec ses amis. Il mentionnait même dans ses vidéos à quel point le bunker était proche de chez lui et disait qu'il le visitait régulièrement. Pour ajouter un côté encore plus sombre à tout cela, ce bunker en particulier était littéralement inconnu, même par ceux qui habitaient à proximité. Et ceux qui en avaient connaissance le visitaient rarement, voire jamais, étant donné qu'il n'avait rien de spécial. Giannis était l'un des très rares à y rentrer régulièrement, et il se trouve qu'il était justement passé par là, au moment du meurtre de Suzanne. Il était donc pratiquement pris la main dans le sac, et confronté aux preuves accablantes contre lui, il craqua et dit aux autorités ce qui s'était réellement passé. Alors qu'il était en voiture, Giannis avait croisé Suzanne, qui faisait son jogging le long de la route. À sa simple vue, cela avait déclenché quelque chose en lui, pour une raison quelconque et en un instant il a craqué. Il n'y avait rien de particulier que Suzanne ait fait pour déclencher sa folie. Giannis dira plus tard aux enquêteurs « J'aurais fait ça à n'importe quelle femme que j'aurais rencontrée à ce moment-là ». Il a également expliqué en détail aux policiers le déroulé des faits. Il a déclaré qu'au moment où il a croisé Suzanne, il était déterminé. Il a appuyé sur l'accélérateur et a foncé directement sur elle, la percutant violemment avec sa voiture. Alors qu'elle était allongée là, choquée, Giannis passerait la marche arrière lentement, avant d'accélérer de nouveau, la frappant cette fois directement au visage avec le pare-choc de sa voiture. Il était ensuite sorti de son véhicule pour la battre violemment. Il la poignarderait également à plusieurs reprises dans tout le corps. Ensuite, il la ramasserait et la jetterait dans son coffre, ou bien que, gravement blessée, Suzanne était toujours en vie selon ses déclarations. Giannis conduirait ensuite Suzanne jusqu'au bunker abandonné où il la battrait encore et encore plus violemment, de manière tellement dérangeante qu'on ne peut en parler sur YouTube. Il le ferait, toujours plus fort. À l'intérieur du bunker, Giannis jetterait Suzanne dans un égout, la laissant mourir blessée et incapable de respirer. Elle suffoquerait jusqu'à sa mort. Alors que Giannis quittait les lieux, il scellait l'entrée de la grotte avec une palette en bois et se rendait dans un cimetière. Drôle d'idée. Là-bas, il vidait le coffre de sa voiture et le nettoyait. Une fois satisfait du résultat, il retournait chez lui, auprès de sa femme et de ses enfants, comme si rien ne s'était passé. Mais YouTube et Internet en général gardent une trace de tout et n'oublient rien. Quelques années auparavant, Giannis avait enregistré une vidéo de lui explorant ce même bunker où il a abandonné Suzanne Eaton pour mourir. Selon les témoignages des médecins légistes, Suzanne serait morte lentement et dans des conditions difficiles. Les proches de Giannis ont été choqués lorsque ses aveux ont été confirmés comme exacts. En effet, avec des traces de sang trouvées sur le lieu de l'accident, ainsi que dans le coffre de la voiture de Giannis, le doute n'était plus possible. Il a d'abord adopté une défense étrange. Il a prétendu qu'un démon lui avait ordonné de le faire et qu'il était possédé au moment des faits. Mais cela n'a pas suffi à le sauver du procès qu'il attendait. Giannis était coupable et les tribunaux lui ont infligé une peine de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Pourtant, selon les témoignages de sa famille, Giannis était un gars drôle et bienveillant. Leurs témoignages pourraient même faire croire que c'était simplement un homme qui, pour une raison ou une autre, a craqué. Il n'avait jamais montré aucun signe qu'il serait capable de faire de telles choses. Cependant, j'ai des doutes. Pour commencer, nous apprendrons par la police que Giannis a été arrêté 2 fois auparavant. Une fois pour incendie criminel et une autre fois pour avoir torturé et tué des animaux. Aucun détail supplémentaire n'a été fourni pour l'une ou l'autre de ces affaires, mais ce type d'accusations sont clairement des éléments revenant toujours dans la personnalité des tueurs en série. Et ce n'est pas tout. Il y avait également un indice caché dans une vidéo de sa chaîne YouTube. Cette vidéo était la preuve la plus accablante contre Giannis, car elle prouvait qu'il avait déjà exploré ce bunker. Le plus intéressant à vous montrer, et son moment le plus tristement célèbre, c'est lorsque Giannis explore le bunker où il a tué Suzanne. Il montre à ses abonnés des ossements dispersés sur le sol, dont certains semblent très semblables à des ossements humains.
Cette vidéo a été publiée en 2016, 3 ans avant que Suzanne ne soit tuée. Mais étant donné que personne ne connaissait vraiment ce bunker à cette époque, personne peut-être à part Giannis ne connaissait leur existence. La vue de ces ossements est vraiment préoccupante et énigmatique. Et cela ne s'arrête pas là, car dans cette même vidéo, on peut entendre l'un des amis de Giannis parler en arrière-plan pendant un bref moment. Et en traduisant en français, il aurait dit « Est-ce que c'est là que tu as laissé ce vieux mec ?» C'est peut-être le détail le plus glaçant de toute cette affaire. Le fait qu'il y avait des ossements déjà présents dans le bunker. Et le commentaire fait par son ami laisse presque entendre que Giannis avait déjà tué auparavant. Cependant, ces ossements n'ont jamais été retrouvés et ont probablement été retirés de la grotte après la diffusion de la vidéo. Et malheureusement, celui à qui ils appartiennent est encore non identifié à ce jour. Est-il possible que Suzanne n'ait pas été la première victime de Giannis et qu'il soit en fait déjà un tueur en série? À mon avis, oui. Et à ce stade, cela commence à devenir plus qu'un pressentiment. Je vais vous donner d'autres éléments pour vous faire votre propre idée. Il a été révélé plus tard par les enquêteurs que Giannis avait commis 2 tentatives similaires avec des femmes avant la mort de Suzanne. Dans les 2 cas, les victimes étaient venues déposer plainte en affirmant que Giannis avait tenté de les tuer en essayant de les renverser avec sa voiture alors qu'elle marchait le long de la route. Les 2 plaintes ont été classées sans suite. Avec le recul, c'est assez effrayant de penser que la police n'a pas agi, surtout en considérant qu'elles étaient 2 à avoir témoigné. Après l'arrestation de Giannis, la parole se libère. C'est 5 autres femmes qui se présentent pour témoigner en affirmant qu'il avait également tenté de les renverser avec sa voiture. Un mode opératoire qu'il a admis avoir utilisé pour s'attaquer à Susan Eaton et la tuer facilement. Dans la majorité de ces histoires, ces femmes ont effectivement été percutées par sa voiture. Après quoi, il sortait de son véhicule et il tentait de les agresser. Une des victimes a même affirmé que Giannis l'avait attrapée, l'avait saisie au cou et avait tenté de l'étrangler. Heureusement, dans tous les autres cas, il y avait des joggeurs ou des passants dans les environs qui avaient entendu les cris et étaient venus au secours de ces femmes. Mais s'il n'y avait eu personne autour, on ne peut imaginer ce que Giannis aurait fait d'elle. À l'époque, la police avait qualifié ces faits en simple violence, car Giannis avait reconnu les faits lors d'une convocation au commissariat avant le meurtre de Suzanne et avait expliqué à la police que c'était simplement des querelles sur la route. Pour résumer le parcours criminel connu de Giannis, il avait percuté ou tenté de percuter 8 femmes. Seule une serait agressée et tuée, les autres ayant réussi à s'échapper. Cela signifie que sur les victimes identifiées de Giannis, 80% d'entre elles ont survécu. Pour moi, ce chiffre est choquant, étant donné à quel point il serait peu probable de survivre à une attaque de ce genre. Littéralement renverser des femmes avec sa voiture avant de sortir pour les attaquer. C'est une méthode d'attaque lâche, lui donnant sûrement le sentiment d'avoir tous les pouvoirs sur sa victime. On peut penser que les chances de survie de ces femmes auraient été très faibles si personne n'était intervenu. De plus, il avait une connaissance précise des vastes systèmes de grottes et de bunkers de la région que presque personne ne connaissait. Des endroits parfaits pour cacher un corps. Compte tenu de tous ces éléments et des vidéos antérieures de Giannis dans le bunker, il est possible qu'il soit déjà un tueur en série. Je ne serais pas surpris si un jour d'autres explorateurs de grottes et de bunkers découvraient par hasard le corps d'une autre victime de Giannis. Est-ce que ce pseudo-youtubeur a fait d'autres victimes? Le doute plane pour la police crétoise et les investigations sont toujours en cours. Malheureusement pour Suzanne, elle était au mauvais endroit au mauvais moment et elle est tombée sur un monstre sanguinaire. Je pense personnellement que Suzanne n'est pas sa première victime et qu'il n'en était pas à son coup d'essai. Espérons que les enquêteurs grecs trouveront vite de nouveaux éléments. Je vous l'avais promis, la réponse à la question de la dernière vidéo, vous avez été nombreux à la trouver. C'est bien Sahara Panda de la chaîne à regarder après minuit. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si tu es encore là, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne rien rater. Merci d'être resté jusque-là, c'était un plaisir de partager ce moment-là avec vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire de crime. C'était SH. Bye bye.